Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Eh ben, si vous venez de nous rejoindre, vous avez bien raison. C'est là où on apprend des choses, c'est là où on débat, c'est là où on s'amuse, c'est là où on prend du plaisir. C'est les vraies voix sur Sud Radio, tous les jours de 17h à 20h et jusqu'à 17h. Philippe Bilger sera avec nous et il ne bougera pas d'ici, je vous le dis. Voilà. J'y reste jusqu'à 19h. Voilà. Et puis c'est tout, avec Olivier D'Artigol qui est avec nous, chroniqueur politique, et puis notre conseiller régional, hein, Union des centristes et écologiques. Région Sud, voilà, c'est important. Et voilà, il est un petit peu partout en France, mais il est dans le Sud quand même. Et dans un instant, vos appels 0826 300 300, on a envie de vous entendre et de débattre avec vous pour ce grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les chars lourds occidentaux pourraient changer la donne sur le champ de bataille. Les Ukrainiens en sont persuadés. La ministre allemande des Affaires étrangères donne un signal. Elle ne s'opposerait pas à la livraison des chars Léopard à l'Ukraine. Que ce soit le Challenger britannique, le Léopard allemand ou le Leclerc français. Ils sont plus robustes, ils sont plus furtifs. Ils ont une capacité que n'ont pas les chars soviétiques, d'aller beaucoup plus vite, à des vitesses de 40-50 km/h, et de pouvoir tirer en roulant. Face aux chars occidentaux qui vont prendre la route de l'Ukraine, les Russes vont dégainer à leur tour, réponse immédiate, leur modèle de char d'assaut, le T-14 Armata. De quoi percer le front lors d'une offensive d'envergure. Feu vert de la livraison de 14 chars Léopard à l'Ukraine de la part de l'Allemagne, Philippe. Oui, Cécile, une décision cruciale puisque Kiev demandait depuis des jours et des jours la livraison de chars lourds pour pouvoir contrer l'armée russe. Le Kremlin a parlé de provocation, je cite, et on attend maintenant éventuellement des livraisons de chars Abrams américains. Est-ce que vous avez peur que ces livraisons de chars lourds, qu'ils soient allemands, qu'ils soient américains, qu'ils soient peut-être français demain, des Leclerc, ou qu'ils soient britanniques avec les Challenger dont on parle, craignez-vous une escalade du conflit? Venez nous le dire au 0826 300 300. Vous êtes 89% à dire oui. Et vous, on va parler avec Jean-Baptiste Noé qui est avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et avant de revenir vers vous, cher Jean-Baptiste Noé, Philippe Bilger, la peur de l'escalade peut-être d'une guerre plus vaste? Oui, alors j'ai l'impression que de plus en plus les forces européennes sont coincées entre l'attitude totalement atypique d'un dictateur comme Poutine, qui ne veut pas manifestement négocier, sinon en position d'absolue domination. Et de l'autre côté, il me semble qu'aujourd'hui, on a l'Ukraine avec un président qui longtemps a été admirable, qui commence à exercer une forme de pression un peu discutable, voire intolérable, en poussant à un bellicisme qui va être dangereux. Alors la conclusion de tout ça, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qu'avait dit le président Macron il y a quelques semaines en disant on ne peut pas totalement priver le président Poutine de garanties. On va vers une situation dont on ne voit pas quelle pourrait être l'issue pacifique. Olivier D'Artigol, est-ce qu'on est co-belligérant maintenant ? Les heures et les jours qui suivent vont être décisifs parce qu'on est sur un point de bascule. Pourquoi ? Parce que d'abord le chancelier allemand prend cette décision sous la pression de son opinion publique et de sa coalition. Le président Biden va s'exprimer aujourd'hui même et va très certainement faire des annonces qui vont dans la même direction. On sait très bien que les Russes préparent certainement une offensive de printemps et que le seul moyen pour les Ukrainiens d'y faire face est d'avoir ce type d'équipement. Ils évoquent même 400 unités nécessaires. Donc il va y avoir là... Je donne un chiffre, c'est l'équivalent des chars de l'armée française, 400 chars. Oui, 440. on était à 1200 chars avant la chute du Sputnik de Varsovie. et nous sommes aujourd'hui à 200, mais 400. À 400, mais 200 qui seraient... utilisables, oui, exact. Ce qui n'est pas rien. Et la chaîne de production n'existe plus. Voilà, C'était Jet Industries. Absolument. Donc il va falloir suivre les prochains jours qui vont être décisifs sur la nature du conflit ukrainien, mais au-delà sur la manière dont le camp atlantiste en fait se positionne. Christophe Madrol. Moi, je vais pas faire langue de bois, ça me fait flipper tout ça. Moi, excusez-moi, mais soyons réalistes. Oui, par rapport à la question de Cécile, par rapport aux propos du président Macron qu'on avait débattu ici même,
on rentre dans une nouvelle phase où l'OTAN, et nous faisons partie de l'OTAN, rentre en guerre, puisque nous envoyons des armes à l'Ukraine et des armes lourdes. Qui ne sont plus défensives. Merci Olivier. Donc la situation est claire, c'est que nous rentrons, j'ai pas moi, et pourtant vous savez d'où je parle, mais moi cette situation me fait flipper, parce qu'en face, et on l'a vu, et on en a déjà débattu ici, nous avons Vladimir Poutine qui n'est pas à jouer la mouche du coche, et qu'il y aura une réponse de la Russie vis-à-vis des propos de l'Allemagne, de l'envoi des chars allemands. Est-ce que, comme Christophe Madrol, vous avez peur? Vous me dites oui, non au 0826 300 300. Mais on a tout de suite Jean-Baptiste Noé, directeur de la rédaction de la revue Conflit. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que envoyer des chars lourds sans envoyer des équipages, ça veut dire quelque chose? Parce que diriger un char, c'est des rôles bien précis, un conducteur, un tireur, etc. Est-ce qu'on peut envoyer des chars sans envoyer des équipages? Je me pose cette question depuis qu'on a eu cette annonce. C'est tout le problème. Un char Leclerc, c'est 4 personnes au moins à l'intérieur du char. Donc ça veut dire qu'il faut former les personnels militaires ukrainiens pour les diriger. Et ça veut dire aussi que si vous multipliez le type de char, donc français, anglais, allemand, anglais, américain, il faut à chaque fois former les conducteurs pour les types de chars que vous envoyez. Donc ça devient beaucoup plus complexe pour l'armée ukrainienne. Et l'autre point de complexité, c'est la coordination des chars entre eux et la coordination avec le reste de l'armée, armée de terre et éventuellement armée aérienne. Le problème là, c'est qu'on est davantage dans l'élément du symbole, et ça peut jouer un rôle évidemment d'envoyer des chars, mais il faut voir ensuite comment on les utilise. Or aujourd'hui, on parle des moyens, mais on ne parle pas de la stratégie. À la fois la stratégie, la tactique d'usage des chars, et la stratégie finale, c'est-à-dire quel est l'objectif final recherché. Et ça, je n'ai pas l'impression que ni les Européens ni les Américains en aient une, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on donne ces chars? Donc avec quelle finalité, quel but? Est-ce que c'est percer le front, prendre un élément, un territoire, libérer la Crimée, récupérer le Donbass, c'est là-dessus. Ou ici, il faut être clair. C'est-à-dire, pourquoi donne-t-on ces chars à l'Ukraine? Philippe Bilger. Justement, Jean-Baptiste Noé, je partage le constat très angoissant de Christophe Madrol, mais votre dernier propos anticipe ma question. Est-ce que ça ne veut pas dire que cet engrenage qui devient de plus en plus préoccupant va contraindre l'OTAN en définitive à l'obligation d'écraser Poutine? Parlons net. En tout cas, là, on est parti dans une guerre sans fin où effectivement, la finalité, c'est ce que disaient les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la reddition sans condition. Vous avez deux visions stratégiques dans une guerre, soit une reddition avec condition, donc on négocie avec l'adversaire pour trouver un point d'accord convenable, soit la reddition sans condition, on arrête uniquement lorsque l'adversaire est entièrement écrasé. Et aujourd'hui, c'est cette deuxième voie qu'on a choisie, pas officiellement, mais enfin, c'est bien vers là que l'on va. Et ça, ça veut dire un combat jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à chasser les Russes de la Crimée et du Donbass. Ça veut dire beaucoup de dégâts et beaucoup d'hommes morts, côté ukrainien, mais possiblement aussi côté européen, si on doit ensuite envoyer des hommes. On va dire bonjour à Mohamed qui nous appelle au 0826 300 300 de Perpignan. Bonsoir Mohamed, vous restez avec nous. Merci d'être avec nous. D'accord. Jean-Baptiste Noé, une réflexion d'un de nos auditeurs sur notre compte Twitter, Pascal, qui nous dit « Ce n'est pas une escalade, mais juste un moyen de s'exonérer de la défaite ukrainienne ». Il y a une semi-victoire ou semi-défaite ukrainienne. Les Ukrainiens ont perdu 20% de leur territoire. Mais malgré tout, ils n'ont pas perdu Kiev et ils n'ont pas été balayés comme espéraient les Russes au mois de février dernier. Donc aujourd'hui, il y a pour l'instant un équilibre, même si depuis quelques jours sur le terrain, on voit les Russes qui avancent un peu plus. Enfin, les Ukrainiens n'ont pas complètement perdu. Et en tout cas, ils ont des alliés avec eux, ils comptent bien sur leurs alliés aussi. Oui, je suis d'accord, mais vous avez pointé une question qui est déterminante. Quels sont aujourd'hui les objectifs de guerre ? Je ne veux pas revenir sur les accords de Minsk, mais est-ce que c'est par exemple que l'Ukraine retrouve l'intégralité de sa souveraineté territoriale? Ce qui veut aussi dire la Crimée. Et on ne s'est pas suffisamment mis dans nos échanges et discussions dans la tête et la vision stratégique de Poutine. C'est important aussi de réfléchir à la manière dont il voit ce conflit. Notamment avec la poussée nationaliste et le rêve d'une grande Russie. Donc c'est hyper complexe et c'est aussi hyper dangereux.
dans le sens où nous avons aussi affaire à une puissance nucléaire. Pas mal de réactions au 0826 300 300 avec Mohamed qui est avec nous. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, aux auditeurs. Voilà, je pense que moi, cette guerre, j'ai l'impression comme si Zelensky, c'est un va-t-en-guerre. Poutine, c'est un affreux jojo. Je pense qu'il a envahi un territoire qui ne lui appartient pas. Et en plus, cette escalade de fournir de plus en plus d'armements, je trouve que c'est un peu dangereux. Surtout qu'il y a de plus en plus de morts. D'après ce que j'ai compris, il y a plus de 100 000 morts du côté ukrainien, sans compter côté russe. Et il y a la Chine qui fournit quand même des aides. Et tout ce matériel qu'on envoie, il faut une certaine technicité pour le faire fonctionner. Ouais. Je ne vois pas comment on ne pourra pas être impliqué, comment on va faire pour ne pas envoyer des hommes. Je veux dire, c'est pas possible. La formation, on ne peut pas la faire en très peu de temps. Tout ce matériel, il y a besoin de techniciens sur place. Donc, ça veut dire qu'on va être de plus en plus impliqué. Je pense que la Crimée doit revenir aux Ukrainiens, mais je pense qu'un cessez-le-feu, quand on comptabilisera les morts, ça va faire très mal. Et j'ai peur que l'escalade continue encore, surtout qu'on parle de livrer des avions. C'est un petit peu dommage. Mais la question, c'est combien ça va nous coûter, Jean-Baptiste Noé, tout ça? Oui, ça. Alors, si les Ukrainiens achètent du matériel, ça peut aussi faire tourner notre armement militaire, notre industrie militaire. Ça peut aussi servir d'exemple pour d'autres pays. On l'a vu avec les Césars. Donc ça peut nous rapporter aussi. Mais pour compléter ce qu'a dit l'auditeur précédent, la formation, elle se fait pas non plus à distance. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudra bien envoyer des instructeurs sur place pour montrer comment on conduit ces chars. Et ces instructeurs, ce sont souvent des militaires. Donc certes, ils sont pas armés, mais ça veut dire que de facto, il y aura une présence militaire, française, anglaise ou allemande. Et à partir de là, on l'a vu avec le Vietnam, ça commençait avec l'envoi d'instructeurs et ça finit avec la guerre du Vietnam. Et dès qu'on envoie des instructeurs, on s'engage dans des rouages dont on ne connaît jamais la fin, mais qui sont des rouages qui vont généralement en accroissant le conflit et non pas en le faisant baisser. Jean-Baptiste Noé, est-ce qu'on n'est pas en ce moment dans... on tâte le terrain puisque la frégate russe Amiral Gorchkov a mené un essai a priori de simulation de missiles hypersoniques Zircon dans l'Atlantique sous la surveillance de la FREM, la frégate multimission Bretagne. Est-ce que là, quelque part, c'est pas aussi une escalade dont peu de gens parlent par rapport aux ventes de chars, mais des essais de missiles hypersoniques que les Russes sont les seuls à avoir entre les côtes américaines et européennes, est-ce que ça vous fait pas peur ? Oui, c'est de l'intimidation. C'est pour dire que si nous envoyons des gens en Ukraine, eux peuvent frapper partout sur notre territoire. Alors, ceci dit, si les Russes envoient un missile sur le territoire américain ou le territoire européen, c'est de facto un engrenage terrible et avec évidemment réplique. Et on pense notamment à la réplique nucléaire. Donc, c'est aussi une arme à manier avec beaucoup de prudence. Mais ça montre qu'on a une extension géographique du conflit. Et les Russes veulent montrer qu'ils sont capables de frapper de n'importe quel endroit. Ça veut dire que les forces françaises, le taux d'alerte va augmenter ? Le taux d'alerte va augmenter. Ça veut dire aussi qu'on va peut-être mettre en alerte les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins pour qu'eux aussi puissent intervenir. Et en tout cas, ça veut dire qu'on rentre dans une guerre qui est mondiale, non pas au sens où tous les pays du monde sont impliqués, mais au sens où tous les territoires du monde peuvent être concernés par cette guerre. Avec un élément supplémentaire, un processus de dialogue ou de désescalade est totalement sorti des radars. Je ne sais pas si vous avez des éléments, mais il semblerait y compris que des échanges diplomatiques qui peuvent se tenir en off sont aujourd'hui totalement rompus. Philippe Bilger. Jean-Baptiste Noé, avec cette lucidité que donne le recul dans l'analyse des événements passés, est-ce qu'à votre avis, il y a eu un moment où le négociateur principal, peut-être que pour l'Europe, c'était Emmanuel Macron qui a cherché longtemps à avoir un contact avec le Poutine, est-ce qu'on a manqué quelque chose, à votre avis, à un moment donné ? Je ne crois pas parce que Vladimir Poutine voulait la guerre et voulait attaquer. Il n'y a pas de moment où vous êtes quelqu'un qui veut la guerre, vous avez beau être un très bon diplomate, ça ne marche pas. C'est comme en amour, il faut être deux pour vouloir négocier. Et on a face à nous quelqu'un qui ne veut pas négocier. Et c'est bien tout le problème d'ailleurs de l'escalade, c'est imposer un rapport de force tel que même s'il ne veut pas, on le contraint à la négociation. Et ça, c'est très inquiétant. Aujourd'hui, il n'y a qu'une personne qui peut servir de médiateur, c'est Erdogan.
Et c'est probablement lui qui, d'une manière ou d'une autre, sachant que la Turquie est dans l'OTAN, sera utilisé par les Américains. La Chine, non ? La Chine aussi, mais la Chine n'est pas dans l'OTAN, donc n'est pas officiellement dans le camp européen et américain. Merci pour votre analyse. Une petite question concernant le Burkina Faso et le Mali aujourd'hui, parce qu'on a tous vu ce qui se passe actuellement au Burkina Faso et les divisions Wagner qui aujourd'hui sont l'arme au pied. À quoi joue Poutine aussi en Afrique noire ? C'est très malin de sa part, c'est ouvrir un contre-feu sur l'arrière du front, c'est-à-dire grâce à Wagner, opération d'ailleurs commencée il y a quelques années déjà, chasser la France de sa zone de puissance ou d'influence traditionnelle pour montrer que si nous soutenons les Ukrainiens, bien eux soutiennent les ennemis de la France. Et donc c'est une manière de mener une guerre par proxy également, c'est-à-dire une guerre non pas directement avec des Russes, mais avec des intermédiaires. C'est très habile. Et la crainte que l'on peut avoir, c'est que cette guerre par proxy contre la France se déplace notamment dans l'océan Indien, puisque vous savez que Madagascar a des revendications sur les îles éparses. On pourrait imaginer, pourquoi pas, qu'un jour, des soldats malgaches formés par les Russes prennent position des îles éparses. Et là, ce serait quelque chose d'extrêmement ennuyeux aussi. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur ce sujet très important. Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, c'était hyper intéressant. Vous restez avec nous dans quelques instants. C'est les quelques minutes. Oui, après ça c'est très léger. Oui, c'est même complètement con. C'est le quiz de l'actu. Vous parlez de vos questions. Oui. On va chercher à relever le niveau. Parce que là, avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger est avec nous, Christophe Madrol est avec nous, Olivier D'Artigol est avec nous aussi, et puis Paul du Lot-et-Garonne, notre quatrième vraie voix, va pouvoir jouer contre l'un de vous, messieurs. J'espère que vous avez révisé un petit peu l'actu parce que là, ça va envoyer sévère. Allez, bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h.